Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue au podcast Mon Prospecteur. Chers auditeurs et auditrices, nous sommes maintenant rendus au podcast numéro 20. Oui, ça s'en vient tranquillement. On a de plus en plus de podcasts pour vous remplir les oreilles de connaissances et de plein d'informations intéressantes. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on n'avait pas parlé de ça encore et c'est super important, super intéressant. Oui, on effleure le sujet de la valeur économique. Comment calculer ça? C'est quoi exactement? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Qui, où, quand, quoi, comment? La valeur économique avec nul autre que M. Jean Sasseville. Oui, j'ai interviewé Jean Sasseville qui a un parcours super intéressant et j'ai profité de l'occasion pour lui poser des questions sur sa philosophie et sur son expérience et aussi qu'est-ce qu'il est en train de faire en ce moment. Plein d'informations intéressantes, prenez des notes comme d'habitude. Oh que oui! En effet, aujourd'hui, je suis tout seul avec vous. C'est votre animateur Olivier Lepage, moi-même expert en flip. Pour tous ceux et celles qui ont des questions, vous pouvez toujours me laisser un message ou m'appeler, bien sûr. Je suis là pour partager, pour vous aider aussi. D'ailleurs, ça fait un beau lien vers ma suggestion pour ce podcast. Si vous m'écoutez en ce moment, on va garder ça entre nous autres, là, gang. Mon conseil, là, okay? Je vois beaucoup de gens qui commencent dans le domaine, qui se posent beaucoup de questions, qui sont pas trop sûrs, qui savent pas trop comment ça marche. Puis ils en parlent un petit peu aux gens autour d'eux autres, sont excités. Je veux partir dans l'immobilier, je veux me libérer, je vois tout ça, puis ça a l'air intéressant, puis je sais pas trop comment m'y prendre. Ils en parlent aux gens autour, puis ils se font freiner. Les gens autour, c'est risqué, blablabla, je suis pas trop sûr. Guys, gang, entourez-vous de gens qui ont déjà fait qu'est-ce que vous voulez. Entourez-vous de gens qui font qu'est-ce que vous voulez faire. Essayez-le, posez des questions. N'importe qui. Il y a plein d'experts immobiliers ici à Montréal, au Québec. Ils sont faciles à rejoindre. Facebook, téléphone, n'importe quoi. Dans les 5 à 7 des événements, des formations. Il y en a tout plein. Posez des questions, évidemment, à des gens qui ont de l'expérience. Posez des questions. Entourez-vous de ces gens-là. Entourez-vous de gens qui rêvent et qui réalisent les rêves, qui font un pas devant l'autre. Oui, l'entourage, c'est très important. C'est un des ingrédients clés pour le succès. Voici ma suggestion du jour. J'espère que ça vous a inspiré un petit peu. Puis si je peux être cette personne-là, ça va me faire plaisir. Mais sachez qu'il y en a un paquet d'autres qui sont plus expérimentés et qui ont aussi beaucoup de sagesse à travers tout ça. Il y en a beaucoup qui sont méconnus aussi d'ailleurs. Hein? Prenez le temps d'aller les rencontrer, prenez le temps de les connaître ou d'aller les chercher même. Incroyable. Beaucoup d'informations pertinentes. Et j'aimerais d'ailleurs profiter de l'occasion aussi parce que j'ai été moi-même inspiré. Si jamais il n'y a personne autour de vous autres qui a fait ce que vous voulez faire, bien, il y a toujours des livres. Il y a beaucoup de livres. Il y a des podcasts aussi. D'ailleurs, je viens de finir ce livre-là. Pour ceux qui regardent la version, ceux qui écoutent la version podcast, je viens de finir le livre de Elon Musk, Tesla, SpaceX et la quête d'un futur fantastique. Quelle inspiration incroyable! Un personnage qui a réussi des choses incroyables. Puis si vous croyez que vous avez des limites, si vous croyez qu'il y a des choses qui sont impossibles, allez lire ça. C'est incroyable ce qu'il a réalisé. Tout un personnage vraiment inspirant. Vraiment, vraiment inspirant. J'ai adoré ce livre-là. J'adore ce genre de livre-là d'ailleurs. J'en lirai encore 10 de même. Mais là, j'en ai déjà commencé un autre sur la négociation. Je vous en reparlerai au prochain. C'est incroyable comment c'est bon. Vraiment. Hey! Je vous retiens pas plus longtemps que ça. Je pense qu'on a assez jasé. Oui. Sans plus tarder, je vais vous introduire vers le podcast, comme je disais tantôt, avec Monsieur Jean Sasseville, podcast numéro 20 de Mon Prospecteur. Alors, salut Jean. Comment ça va? Heureux de t'avoir avec moi aujourd'hui. Salut Olivier, moi aussi je suis très heureux. Ces derniers mois, on a appris à bien se connaître de mieux en mieux. C'est toujours agréable de jaser avec toi. Je respecte Super. beaucoup ce que tu fais. Ben, je suis vraiment Ah, content d'entendre ça. Puis moi, de mon côté aussi, j'avais hâte qu'on puisse se jaser un petit peu. On se voit tout le temps dans des foules, on se voit tout le temps dans des événements, mais là, c'est comme si on était juste toi puis moi. Là. C'est comme, c'est bien intime en ce moment. Fait qu'on va aller en profondeur dans ton parcours, dans tes connaissances. On va essayer de te connaître plus aussi. Puis on va avoir l'impression à la fin que on va être des grands chums, toi, moi, puis nos milliers d'auditeurs.
Fait que si on commençait, Jean, de façon bien simple. Jean, je sais que ça fait longtemps que tu es dans l'immobilier. J'aimerais ça que tu me parles de tes débuts. Comment tu es tombé là-dedans? Oh boy. Euh, ça fait longtemps et On dira pas oui, combien d'années, ça fait quelques années. c'est ça, les vieilles jokes. J'ai 60 ans, donc c'est sûr que ça fait longtemps parce que j'ai pas commencé si jeune, mais c'est dans les années 80, un peu tout le monde, là. Un duplex propriétaire occupant dans Villeray était mon premier achat. OK? Euh, Juste pour situer le monde, là, le monde n'arrête pas de dire oui, c'était pas cher, mais c'était cher dans le temps, puis les taux d'intérêt C'est étaient ça, hein? très élevés. Ça, Proportionnellement, puis tu sais, on parle souvent de cycle immobilier. Tu sais, je suis content que justement, toi qui as l'expérience, t'es pas comme les nouveaux qui font comme oh mon Dieu, c'est cher, mais dans le fond, on se rend compte que les taux d'intérêt sont pas chers. Puis tu sais, il y a des contextes qui font que ça a toujours été quand même le même prix. Puis toi, tu as connu le cycle au complet, fait que t'es moins. Tu le sais qu'est-ce qui ouais. s'en vient un peu plus, pas trop énervé, tu sais que c'est une roue qui va tourner. Oui, puis ben moi, en 1980, j'ai fini mon bac à l'Université Laval, actuaire. Je suis devenu fellow, puis j'ai toujours travaillé dans une vision long terme. Ouais, Puis l'immobilier, c'est du long terme. Puis effectivement, il y a des cycles. Comme présentement, il y a des excellentes conditions économiques. On regarde toujours, les taux d'intérêt ont monté d'1% depuis un an. Mais si on regarde l'ensemble des facteurs, c'est bien. Parlez de moi, j'ai accumulé des plex, mais pas quelques-uns. J'ai fait d'autres transactions, mais j'ai jamais été un gros investisseur. Je vais sauter à la période où je dirais où là j'ai eu un moment euphorique en immobilier. ouais, C'était dans les années 90. J'ai commencé à investir dans des condos, des lofts, en fait, des lofts dans le Vieux-Montréal, le plus OK. près possible du centre-ville. Y a-tu Et y a- je les loue. y a-tu quelque Oui, je chose à les ce loue. moment-là, Jean, qui a déclenché le fait que tu as décidé que là, tu t'investissais plus dans l'investissement immobilier? Oui, ben, en fait, plusieurs choses. Une, entre autres, j'avais un passe-temps, c'était de jouer à la bourse, les options et tout ça, et j'achetais des minières. OK? Et j'étais comme un joueur compulsif. Je gagnais de l'argent, mais je m'arrêtais pas. Ah ouais. Puis à un moment donné, je faisais une mauvaise décision à la bourse qui annulait tous mes gains. Fait que l'élément déclencheur, je dis, il y a peut-être des manières plus intelligentes de faire de l'argent que de jouer à la montagne russe. Et j'ai toujours été quelqu'un qui voulait se distinguer. OK? J'ai eu une demande. Avec ces lofts-là, je les loue à des entreprises qui avaient des employés d'autres pays, des vice-présidents d'Europe, d'Australie, qui venaient pour quelques mois travailler à Montréal. Donc, j'aime à dire que dans les années 90, où est-ce qu'il n'y avait pas de téléphone, il y avait juste des courriels, je gérais du Airbnb avant que la plateforme existe. Ouais, exact, hein? C'était mensuel. Il n'y avait pas de grande gestion à faire. C'était l'entreprise qui me payait le loyer. Tout allait très bien. Puis c'est là que j'avais des plus grandes marges de profit. C'était très agréable. Puis ben, en fait, j'ai tout vendu ça pour des raisons personnelles. OK? J'ai pris un emploi en Europe. J'ai pris un emploi en Europe, donc j'ai tout vendu. Ça a été une bonne chose parce que justement, j'avais pas prévu la compétition après Airbnb. Puis là, ben, la niche n'est plus devenue une niche, c'est rendu un gros marché. Donc, c'est un peu ça. Et puis, quand je suis revenu d'Europe, ben, avec l'âge, on vient plus un profil d'investisseur plus conservateur. Et puis, j'habite près du marché Jean Talon à Villeray et j'accumule tranquillement. Avec mon épouse, j'ai 5 triplex. OK? Chaque logement, c'est des 5,5. Je les ai rentabilisés.
Mais à mon âge, c'est très tranquille. J'ai pas besoin de rentabiliser le cash flow à un an. Je prends 4 ans en moyenne. Puis là, mon épouse vient, je suis tout excité. J'étais dans l'immeuble ce matin. Elle vient d'acheter un semi-commercial. OK. Ça faisait un an que je cherchais. Il va avoir un gros profit à l'achat. On convertit le commercial en résidentiel. Puis avec un financement des résidentiels, en tout cas, fait que c'est notre système. Donc, justement, on parle de conversion. Fait que là, tu parles d'un immeuble que le rez-de-chaussée est commercial, puis que là, toi, tu vas remettre en résidentiel. Puis cette conversion-là te permet de passer d'une mise de fonds, de rapetisser la mise de fonds, de mieux rentabiliser ton rez-de-chaussée. Oui, ben, en semi-commercial, les prix sont bas. C'est un triplex. OK. Par rapport à un triplex résidentiel, les prix sont plus bas à OK. cause que le financement n'est pas bon. Pas bon dans Moi, le sens plus difficile, tu veux dire? ouais, ben, les banques veulent pas de semi-commercial en OK. général. Tu sais, OK. je pense que je coupe les coins ronds, mais ceux qui font du commercial vont encaisser. Euh, Fait que ce que j'ai fait comme technique, j'étais avec un prêteur privé OK. pour le financer. Les travaux vont commencer bientôt. Puis une fois que le rez-de-chaussée va être en résidentiel, là, on va le financer auprès d'une banque. Donc, OK. la valeur marchande va augmenter. Est-ce que tu es à l'aise à parler de chiffres là-dessus ou vu que c'est en Ah, train de se faire? Parce que non, c'est... moi, j'aime toujours ça quand on démystifie un petit peu les prêts privés parce que en prêt privé, les gens, tout ce qu'ils voient au début, c'est le gros taux d'intérêt. On s'entend que, tu sais, en toi Mhm. puis moi, il y a autre chose que juste le taux d'intérêt. Oui. Fait que des fois, les prêteurs privés sont vraiment intéressants à travailler avec, surtout dans des stratégies comme tu fais en ce moment. Toi, ton plan, il a l'air de quoi? Si je peux préciser, c'est-à-dire en combien de temps tu penses aller refinancer, puis combien de pourcentage tu penses aller rechercher? OK. Euh, je vais chercher un financement résidentiel après 2 mois. OK, deux Euh, mois seulement, c'est quand même très rapide, c'est bon. Ouais, ou 3 mois, des fois, tu as raison. Ben, tu es plus habitué que moi dans des flips. Des fois, tu espères un délai, mais avec l'entrepreneur, Ouais, il peut avoir des délais, hein. Fait que j'espère 2 mois, mais au plus 3 mois. C'est pas un si gros projet, là. Je veux dire, c'est une imprimerie. Il y avait un ingénieur en structure ce matin. Il faut enlever 2 cloisons. Et c'est pas tellement compliqué à faire une cuisine. Il y avait déjà une salle de bain qu'il faut agrandir. Donc, c'est pas un projet de flip total. Mais faut faire un beau projet. Quand tu parlais plus sur le financement de ta question ou tu parlais plus de la valeur que je vais aller chercher en fait, comme valeur? les deux même, les deux, exemple, la proportion que tu étais chercher en prêt privé, puis après ça, OK. es-tu capable d'aller refinancer 100% de ce montant-là, ou même peut-être plus? OK. Bon, les conditions de refinancement, moi, en tout cas, avec les prêteurs privés que je travaille, c'est du 12% de taux d'intérêt comme base en général. Ouais, qui est la moyenne. Euh, ouais, je t'apprends rien. L'idée là-dedans, c'est de voir les frais d'entrée et de sortie. À Mhm. mon avis, il y a différentes approches pour les prêteurs privés. Euh, je pense que dans un projet de 2, 3 mois, c'est plus important de regarder les frais d'entrée et de sortie, qui peuvent Définitivement. être, disons, dans mon cas, c'est de 2 à l'entrée et 1 à la sortie. Donc, j'ai un 3. OK. Donc, si on fait un total, j'arrive à 6% au total sur 3 mois, 5 sur 2 mois. C'est pas mineur, euh, mais il y a un profit. Quand je vais refinancer, on a payé en bas de 500 000. L'immeuble va valoir, disons, 150 000 de plus, très conservateur, puis les coûts de rénovation sont pas si grands. Il y a un profit à l'achat. Je pense que je me trompe même dans les chiffres, là. Je suis un actuaire qui, des fois, est pas bon dans les chiffres, là. Fait, Un actuaire qui sait pas compter.
On parle quand Faudrait même d'une différence assez significative entre le semi-commercial puis le 100% résidentiel, là. Je pensais pas que c'était si important que ça. euh, comment je dirais? Il y a quelque chose que j'ai appris après 30 ans. Il y a des choses dans l'immobilier qui sont super simples qu'on oublie. L'immobilier, c'est pas un marché efficient. Tu sais, à la bourse, il y a une mauvaise nouvelle, ton action, elle bouge en 1 heure, là. Ouais. Tu sais, il y a un état financier négatif, le marché le voit. L'immobilier, c'est pas un marché efficient. Vraiment, puis il y a des. C'est pour ça qu'il y a Qu'est-ce que tu toujours entends par là? Si tu veux ben, préciser, qu'est-ce que tu veux dire? c'est de la théorie économique. Là, je lâche un gros mot, efficience. C'est que il y a des prix d'immeubles qui sont plus bas qu'ils devraient être, comme celui-là, pour OK. des raisons. Puis, c'est moi, j'ai toujours aimé les, les, con- les conversions, Mhm. les conversions d'usage, le semi-commercial. J'ai toujours aimé ça. Olivier, il n'y en a pas des tonnes, là, Non, il n'y en a pas des mais tonnes, mais comme j'appelle, moi, c'est un flip papier, là, qui, oui, tu qui est as fait raison. beaucoup moins, ben, je dirais pas moins compliqué, mais moins forçant physiquement, en bout de ligne, là. Oui. Ouais, ben, moi aussi, j'ai jamais fait de flip, c'est pas ça. Mais les vrais flips avec beaucoup de travail, c'est pas dans mon ADN. Mais voir un projet puis dire, ben, tout comme des fois on peut rajouter un logement, on peut diviser l'eau en deux, ben, convertir l'usage, euh, que ce soit un usage résidentiel puis mettre des logements Airbnb, prendre du semi-commercial, rendre ça résidentiel quand c'est permis, et on pourrait continuer. Moi, ça m'allume. Ouais, c'est vrai, Il y a moi des aussi, j'aime profits beaucoup. par rapport à tu sais, aller en offre multiple dans un achat d'un six logements, où là, tu payes un prix trop cher, puis les logements, c'est à la limite presque des taudis, ça a mal été entretenu. Je me sens que j'ai une plus grande valeur ajoutée à travailler avec mon client, à acheter un immeuble, et puis qu'on ait une stratégie du genre. Excellent. J'écoute, j'ai une couple de points que je veux revenir avant de te poser une question, là, avant qu'on se perde trop, là. On parlait tantôt de prêt privé. Là, tu parlais de 2 points à l'entrée et 1 point à la sortie, puis de 12% d'intérêt. Puis on se disait tantôt justement que quand c'est du court terme, c'est super important de regarder point d'entrée, point sortie, surtout si on projette, exemple, faire 3 mois. Si on annualise, il faut faire x4. Donc, le 3 devient un 12% d'intérêt si on l'annualise. Puis là, ben, Exact. c'est peut-être technique pour certains gens, mais moi, je regarde tout le temps ça, quitte à demander au prêteur de me faire des taux d'intérêt de 17-18%, mais sans entrée, sans sortie. Parce que moi, mon plan de sortie, je sais qu'il est hyper rapide. Ah oui. Ça fait que ça, c'est super important à regarder, comme tu viens de le dire. Entrée-sortie, regarder ça comme il faut. Autant ça que le taux d'intérêt, parce qu'une fois annualisé, des fois, ça devient plus important que le taux d'intérêt. Très, très beau point. Autre chose qui m'intéresse beaucoup dans ce que tu disais, je veux savoir comment tu as fait pour évaluer cet immeuble-là, c'est-à-dire aujourd'hui, en semi-commercial. Bon, tu sais que tu as probablement payé un petit peu en dessous de ce que ça peut valoir. Et comment tu as fait pour évaluer après ça en triplex 100% résidentiel, comment ça valait? De manière classique, euh, euh, c'était une situation d'offre multiple, d'abord. Donc, en situation d'offre multiple, tu as moins de marge de manœuvre quand tu détermines ton prix, là. Tu auras beau sortir tous les comparables, tu ne te ramasses pas en négociation puis en baisse de prix comme tu voulais. Donc, on l'a acheté. C'est pour ça qu'on a choisi d'y aller aussi en prêteur privé. Comme ça, on y allait. Comme tu sais, probablement, quand il y a des offres multiples, souvent le financement peut tomber sur celui qui Ouais. achète trop cher. Ah oui, une fois Donc, sur deux, moi, je trouve. En moyenne, là, je vois une fois sur deux que ça tombe au financement. ouais, j'ai peut-être. Fait que nous, on est allé à. C'est mon épouse qui achetait, donc je suis. C'est elle qui est. On est allé avec
une offre de financement prêt à privé, donc une offre cash en OK. bon, en, bon, euh, en bon français. Puis, en fait, on n'a pas été choisi. On était troisième sur trois. OK. Le, le problème, c'est quand tu finances en commercial, c'est que celui qui l'a eu avait un financement commercial, mais il n'a pas respecté les délais de son offre. OK. Fait que moi, quand j'étais troisième sur trois, allô? Oh, ceux qui ont Bon, vu le vidéo, on a failli perdre Jean. c'est On sur l'a mon encore, il est temps. téléphone qui est tombé. On va, je sais pas si on va coter ça. Je vais répéter si tu cotes pas ça dans le montage, mon ami. Euh, fait que celui qui a eu l'immeuble, qui a mis le prix plus élevé, ben, son financement, il était hors délai. OK. Nous, on avait été retenus en deuxième rang, ce qui voulait dire qu'une fois que lui tombait, l'immeuble, nous, on avait offert un prix en bas du prix demandé. OK. C'était sécurisant pour le vendeur. Le prix, c'était une offre quand même sérieuse. Donc, nous, on l'a eu un prix un peu en bas, juste un peu en bas de la valeur marchande. C'est- Est-ce que c'est un immeuble qui était affiché sur MLS? Oui, OK. oui. Donc, il y a encore des bons deals sur MLS qu'on peut trouver. Il y a Et des en, deals partout. Il et y a en des plus deals de partout. ça, ce que j'apprends dans ce que tu me dis, c'est que c'est bon de se mettre en deuxième rang parce que justement, ça arrive fréquemment qu'il y a des gens qui n'ont pas leur financement à temps ou qui n'ont juste pas de financement du tout. Ben, c'est pas tous les investisseurs. Là, je fais une minute de pub. Je vais vendre les courtiers, là. Fermez le son, là, ou changez de poste si vous n'aimez pas les pubs de courtiers. Ben, regardez, j'étais investisseur, là. J'ai pas toujours investi avec des courtiers, mais vu que je suis courtier, l'avantage d'un courtier dans une transaction comme ça peut guider l'investisseur parce que en commercial, faut savoir qu'une banque prend beaucoup plus de délais. Un délai de Ouais, 30 jours ben de oui, financement commercial, personnellement, je crois que c'est un strict minimum. Ça peut être plus élevé. je suis d'accord. L'offre avait été, je crois, de 18 jours. C'était à peu près c'était irréaliste, selon moi. Ouais, je suis d'accord. Fait que c'est un peu, des fois, un investisseur qui n'est pas habitué au commercial peut, de bonne foi, faire un offre qui se met dans le trou. Fait que c'est effectivement une situation où est-ce que si vous commencez dans le commercial, ce serait encore plus important d'avoir un courtier hypothécaire commercial qui se spécialise là-dedans, avoir un courtier qui a eu des transactions dans le bras parce qu'il y a des petites nuances. Que ça a l'air très similaire à une transaction, acheter un triplex résidentiel, mais il y a des petites nuances. Puis, quelle banque choisir? Ouais, Puis maintenant, tu avais posé une question, comment l'évaluer après? Ben là, ça vient un triplex résidentiel, donc c'est des comparables. C'est Villeray, les prix sont chers. C'est les comparables avec des revenus de location comparables. Donc, c'est un travail traditionnel de courtier immobilier, excellent. de l'évaluer. Et dis-moi, là maintenant si on considère, bon, l'achat va bien, tout ça, ensuite de ça, les rénovations embarquent, puis il y a une question que je me pose, puisque j'ai jamais été dans ce créneau-là, conversion de commercial à résidentiel. C'est quoi la manière de faire? Comment on s'y prend pour faire ça? Ben, avant de faire une offre d'achat, la première étape dans une situation comme ça, c'est d'aller cogner à la porte au département d'urbanisme de la ville OK. ou de l'arrondissement pour voir est-ce que faut demander une dérogation, il faut demander un changement d'usage, ou comme dans ce cas-ci, le rez-de-chaussée pouvait être soit résidentiel ou commercial. OK. Fait qu'il y avait les deux déjà au zonage. Exactement. Donc, il n'y avait pas de permission spéciale, mais OK. ça, je pense qu'avant de faire l'offre d'achat, c'est essentiel. Ouais, c'est évidemment très important de savoir. Parce s'il faut demander après ça un changement, ben, ça peut prendre 6 mois auprès de la ville. Donc,
Si tu l'achètes en prêt privé, puis ça va durer 6 mois avant d'avoir l'autorisation, puis un délai, ça va coûter plus cher. Oui, vraiment. Euh, Deuxièmement, je travaille avec un courtier qui collabore beaucoup. Moi, je suis pas habile de mes mains, donc j'ai toujours des équipes. Il y a eu 2 entrepreneurs qui sont venus pour faire des soumissions. Moi, j'aime toujours avoir 3 soumissions d'entrepreneurs. J'ai ma gestionnaire de projet, qui est Clarisse Cambot. Clarisse est une homestager. Elle fait des plans AutoCAD. On a tout décidé les choses. Donc, l'entrepreneur a déjà sur un plateau d'argent où sont les chambres, où est la cuisine ouverte, où est la salle de bain agrandie. Donc, une très bonne Euh, planification pour Ben oui, est-ce qu'il y a juste un être plus bain ou est-ce qu'il y a efficace. il y a une douche et une salle de bain? L'entrepreneur, on n'arrive pas, ben peut-être, tu sais, puis Ouais, on veut un préfixe de l'entrepreneur, mais on n'a pas décidé, là. Non, tout a été décidé. Puis aujourd'hui, ce matin, ben, il y avait un ingénieur en structure parce que on enlève une partie du mur porteur. OK. Puis il n'y a pas des coûts énormes, mais avant d'enlever un coût porteur, ben, il faut le solidifier une partie de l'immeuble. Donc, c'est cette étape-là. Puis après ça, ben, on va chez le notaire dans quelques semaines, puis l'entrepreneur va être déjà choisi et les travaux vont se faire. Excellent. Donc, mais là, je pensais que tu allais me décrire une situation un peu plus compliquée, mais là, ce que je comprends, c'est que toi, dans ton cas, tu avais le choix entre résidentiel puis commercial. Fait que tu n'as pas besoin de changer le zonage, d'avoir l'autorisation de la ville. C'est Ouais. toi-même qui le convertis. Fait que c'est encore plus facile. Donc, c'est une super belle opportunité puisque tu peux commencer les Je, travaux tout de suite quand tu notaries. les gens qui me connaissent, qui me demandaient si je voulais investir, moi, je suis pas quelqu'un qui va accumuler beaucoup d'immeubles, mais ça faisait 1 an que je cherchais un semi-commercial parce qu'il n'y en a Ouais. pas tant que ça. Non, il n'y en a pas tant que ça, c'est vrai. J'attendais, là. Sa technique, moi, l'image que j'ai, c'est pas la mitraillette, là. J'avais pas de mitraillette puis je tirais partout. Moi, j'étais un sniper. Ouais. Fait 1 an que j'étais en train de sniper, puis là, j'ai vu l'immeuble que je cherchais, puis paf, j'ai voulu l'avoir pour l'acquérir. Excellent. Puis, il n'y en aurait pas eu, ça, c'était pas la fin du monde. Ouais. J'ai pas d'objectif, là, d'accumuler plein d'immeubles. J'ai déjà une certaine indépendance financière. Est-ce que tu penses que justement, on parle de technique plus sniper, est-ce que tu penses que c'est avec l'expérience, puis avec une certaine sécurité financière que maintenant tu es plus sniper versus moi qui est vraiment mitraillette, là, puis que je sais tout partout dans tous les secteurs, possibles et impossibles, juste pour avoir un aubaine, là. Ce qui m'en donne plusieurs, mais en même temps, je suis vraiment éparpillé. Est-ce que tu penses que c'est l'expérience qui t'amène ça? Oh boy! Euh, je sais pas. Non, regarde, chacun a son profil, Olivier. J'étais pas comme toi. Moi, chacun a son profil d'investissement. Moi, dans la jeune trentaine, quand j'investissais, j'étais un professionnel avec un gros salaire. Ouais, Donc, pour moi, l'immobilier n'a jamais été un objectif de, ben, je vais l'accumuler rapidement, puis je vais vivre l'immobilier. Ça faisait partie d'une accumulation d'actifs pour moi, pour ma retraite, mais pas dans le même objectif que toi. Et j'ai beaucoup de clients. Moi, je me spécialise dans le multilogement. J'ai beaucoup de clients qui veulent accumuler rapidement, puis je respecte ça. Je ouais, m'adapte à la demande du client. Mais comme tu sais, moi, j'aime à dire, j'ai jamais acheté de multilogement. J'en ai pas. Pourtant, j'accompagne des gens pour acquérir des multilogements parce que, étant actuaire de formation, je suis à l'aise avec les chiffres ouais, et j'ai une valeur ajoutée dans les multilogements. Et je ne voudrais pas prendre mon expérience et de dire, bon, ben, ça serait bon pour toi parce que je pense pas que c'est bon. Mais tu fais beaucoup de transactions par année, peut-être de temps en temps faire une transaction qui génère plus de gains comme celle-là et la conserver de temps en temps pour toi peut être une possibilité. absolument. Absolument, c'est même pas mal ça que je fais, là.
OK, Je suis un sniper OK, dans ceux que je garde. Mais ceux que je OK. garde pas, j'y vais à la mitraillette, comme on dit. Ben Fait que, voilà. Jean, on parlait un petit peu de que le fait que tu es actuaire, que tu es à l'aise avec les chiffres. Puis euh, j'aimerais ça que tu nous guides un peu, peut-être quelques trucs pour savoir une valeur économique d'un immeuble. Puis là, ben, parlant de valeur économique, c'est sûr qu'on parle justement de multilogement, donc c'est Sport et plus. OK, Comment qu'on peut évaluer efficacement une valeur économique? OK. Bon, Je vois que ça travaille fort, ouais, non. là. Ben, ce que ça dit entre mes deux oreilles, je commence-tu à parler de technique, puis on arrive avec toutes sortes de détails, de formules, ou on tente de garder ça simple. J'ai vraiment le goût, là, mon cœur aujourd'hui, de dire, on va aller sur les choses importantes à comprendre. Oui, absolument. J'ai un blog, j'écris sur ces sujets-là, les gens peuvent prendre le temps de le lire. Là, on est en live, ben en live, je veux dire, on est en vidéo. Je vais donner plutôt mon interprétation parce que des calculs, oui, j'ai une certaine habileté à calculer, mais tout le monde peut cruncher des chiffres. Mais ce qui distingue le monde, c'est comment les gens peuvent les comprendre, les chiffres, les interpréter, puis C'est où vrai ça. aller. Puis ça prend, je pense, une certaine expérience ou investissement auprès du temps. Je pense qu'un investisseur doit comprendre c'est quoi une valeur économique, mais il n'est pas obligé de la calculer lui-même. Il y a des courtiers immobiliers qui le savent le faire et il y a surtout des courtiers hypothécaires commerciaux. Moi-même, je sais la calculer, mais je me gêne pas de le dire. Je demande souvent une deuxième opinion à Peter Quinn, qui est mon courtier immobilier, courtier hypothécaire commercial. Qu'on salue Puis on d'ailleurs. échange. J'ai parlé à Peter il n'y a Ah, pas longtemps, fait que on ah salue ouais, il Peter. est pas. Puis on le calcule indépendamment, puis on échange. Puis des fois, on arrive à des petites différences, on le compare. Ben, en fait, je te Euh, dirais que je te pose la question surtout pour avoir une idée un petit peu, et jamais se fier 100% à un courtier immobilier ou un courtier hypothécaire, qui est une super bonne référence, mais ne pas nécessairement tout donner sa confiance à quelqu'un d'autre, puis juste pouvoir dire, ben, OK, oui, je suis d'accord, ça fait du sens, qu'est-ce que tu dis ou pas. c'est ça. Bon, en tant qu'investisseur, il faut être bien entouré. C'est un choix, là, comment on travaille. Mais c'est vrai, euh, quand ces gens-là nous expliquent des choses, faut qu'on soit en tant qu'investisseur un généraliste. Faut qu'on comprenne qu'est-ce qu'ils nous disent. Exact. Puis faut qu'on s'investisse. Mais est-ce qu'on doit être un grand spécialiste de chaque domaine nous-mêmes? C'est pas essentiel. Euh, je pense que quand on parle de valeur économique, faut qu'on se mette dans les pieds de la banque. C'est une invention de la banque, une valeur économique. Ouais. Les conditions de marché. Donc, euh, les banques voient les prix présentement des multilogements monter. Euh, on va dire, dans la région de Montréal, c'est facile de voir que les prix vendus sont 10, 15%, voire de plus que la valeur économique. C'est juste un ordre de grandeur, là. Ouais. Il peut y avoir des cas très différents. On peut même voir des prix achetés en bas de la valeur économique. Peut-être, par exemple, il faut tenir compte des rénaux à faire. Ouais. Peu importe. Les banques ne veulent pas être sujets aux lois du marché. Le marché, le prix de vente dépend de l'offre et la demande. On est dans un marché de vendeurs. On Exact. est Oui. dans une situation où est-ce qu'il y a des acheteurs qui demandent des prix. Il y a des acheteurs qui achètent le multilogement trop cher. En effet. Ils ont le droit de le faire, mais la banque a le droit de refuser de prêter sur cette valeur-là. Eux, ils veulent une détermination beaucoup plus stable, beaucoup plus logique,
qui est retiré de l'offre et de la demande. Donc, là, effectivement, ils veulent comparer chaque immeuble de manière similaire. Donc, ils vont y poser la même grille de dépenses, qu'on appelle les dépenses normalisées selon la grille de la CHL, autre que les taxes et les primes d'assurance, les dépenses réelles. Bon, ça, c'est de la technique. Après ça, il va y avoir un calcul important. Le calcul de la valeur économique va se faire selon deux façons. Selon un TGA du secteur. Ouais. Tout le monde connaît le principe du TGA ou devrait le connaître, Taux mais j'en global parlerai pas ici. d'actualisation, c'est bien ça. Ouais, Ou un cap rate en anglais, c'est ça? cap rate en bon français, exact. Mais je ne veux pas en parler parce que la valeur économique, selon le TGA, est plus haute que le prochain calcul. Puis eux, ils vont prendre le plus bas. Donc, on va parler de l'autre, dans la plupart des cas. C'est le fameux RCD. C'est quoi RCD? RCD, c'est. Écoute, tu me perds, je sais même pas c'est quoi RCD. Hey, c'est le rôle inversé. C'est Mais là, moi ça va peut-être maintenant me revenir quand tu vas me le dire, par exemple. c'est la couverture de la dette. C'est ça, ok. Cool. Ouais. Fait qu'on va l'expliquer simplement. C'est quoi une Couverture, couverture de dette? Qu'est-ce que ça mange en ouais, hiver? Puis c'est ouais. quoi ce C'est le truc-là? revenu net. Un Ah, revenu net, c'est ton revenu brut moins les dépenses. ouais, ça c'est simple. Puis le revenu net, on le divise par ta dette. Je veux OK. dire, je veux dire, le service de la dette. Je veux dire, ton hypothèque mensuelle multipliée par 12. OK. Donc, l'hypothèque Donc, c'est annuelle, une forme, donc ton revenu net divisé par ton hypothèque annuelle. c'est ça. Donc, ça veut dire que si le cash flow est positif, ce qu'on vise en général, ben, c'est pas Idéalement, hein? essentiel, ben, C'est pas essentiel. ton C'est ratio, un petit ton peu ratio, important. euh, en général, non, mais quelqu'un qui a beaucoup de revenus, qui a un salaire élevé, peut acheter un immeuble avec un C'est cash flow vrai. négatif. C'est vrai. Mais on va accepter l'hypothèse que que la majorité des acheteurs veut un cash flow positif. Donc, le RCD va être supérieur à 1. OK. Fait que là, le banquier va dire, ah ben, un 5-6 logements avec un financement SCHL, on veut un RCD de 1,1. Donc, Puis, 10% de plus. OK. Puis ça, c'est un maximum? C'est un minimum Un parce minimum, qu'un OK. 1,05, c'est pas assez pour la banque. OK. C'est 1,1 ou plus. 7 logements et plus, ah, c'est 1,3. Et la barre, elle monte. Ouais, beaucoup, hein? Puis on ira en conventionnel, ben là, ça va varier selon les banques. Mais ça va être 1,25, 1,20, 1,15. Donc, savoir comprendre c'est quoi un RCD, savoir que l'RCD est une logique euh, qui se défend très bien parce que la banque veut voir, la banque comprend que ton immeuble, c'est une business, c'est une entreprise. Ouais. Si toi, Olivier, demain, tu achètes une entreprise, un restaurant, tu vas regarder les revenus et les dépenses, tu vas vouloir voir que le cash flow est positif dans ton Logiquement, ouais. entreprise. Bon, ben là, ça se calcule différemment. Ils ont appelé ça RCD. En immobilier, on a le tour de, surtout en financement commercial, de sortir avec toutes sortes de termes. Ben, le RCD, c'est crucial. Évidemment, Bon, qui revient, puis dis-moi si la comparaison est bonne. C'est comme un petit peu le ratio d'endettement quand on est au personnel, qu'on dit on ne peut pas dépasser 36% de ratio. Là, ce sera un petit peu le même genre de ratio, mais inversé par c'est rapport pas à bête. C'est revenu pas bête. net. Oui, Puis, donc, c'est jusqu'à combien ton immeuble peut s'endetter par rapport à tes revenus. oui. Dans ton ratio d'endettement, la banque dit, écoute, effectivement, tu peux pas trop t'endetter. Tu as un salaire de temps. Dans ton budget, c'est pas plus que 33 ou 40% de tes revenus qui doivent aller à l'immobilier. Donc, effectivement, c'est un financement par rapport à tes revenus personnels. Ouais. Effectivement, c'est un financement résidentiel, c'est ça. Mais là, on est rendu à un financement commercial où on, c'est secondaire, tes revenus personnels. On s'intéresse C'est basé au... sur les revenus de l'immeuble.
T'as tout compris. Donc, c'est ça. Donc, l'aspect de RCD est important. Donc, dans un premier temps, moi, je vais l'expliquer encore un peu plus loin. Si on commence à calculer, dire, ben là, toi puis moi, Olivier, on regarde un multilogement ensemble, Ouais. on veut, on veut payer le prix demandé dans Centris. On fait des calculs comme il est là. On met dans notre fichier Excel le prix demandé. Ouais. On applique les dépenses, on calcule le revenu net, on calcule l'hypothèque. On risque, vu qu'on a mis le prix demandé, d'arriver à un RCD de 0,85. Bip, ça C'est- marche pas. Effectivement. Là, on est en dessous du 1. En fait, qu'en partant, en tant que novice, je fais, ben là, c'est en dessous du 1, c'est pas bon. Ça veut dire que c'est un Ça le immeuble à faut. cash flow négatif. Hey, j'étais prof, hein? J'étais prof d'université. Fait que je suis content quand mon élève comprend. Avant, hey, une victoire. Yay! Fait que là, ça veut dire que si on fait une offre d'achat à ce prix-là, là, tu vas avoir de la misère quand tu vas aller présenter ton offre d'achat à la banque. Parce Ah, que tu vas avoir une mauvaise surprise. en effet. Fait que là, ce qu'on va faire, simplement, là, il y a d'autres façons de le faire, mais on va y aller plus simple. Si on remplace le prix demandé puis on le baisse, plus Ouais. on place le prix demandé, ben plus ton RCD va monter. Ouais. Fait qu'on va baisser le RCD, le prix demandé, jusqu'au temps qu'on a le RCD minimum requis. Est-ce que c'est possible de faire le calcul inversé? C'est-à-dire prendre le revenu Oui. net, diviser la RCD qui va te donner le prix que tu devrais payer? Ouais. L'important ici, c'est de voir que dans la plupart des immeubles à Montréal, ta valeur économique est inférieure au prix demandé. Peu importe la façon que tu le calcules. Mais si c'est pas le cas, c'est pour ça des fois dans les mordus de l'immobilier, les gens ils posent la question. Parce que là, tu vas poser une question, puis je la pose avant toi, je le sens, là, on ne s'est pas préparé. Genre, c'est quoi la mise de fonds en multilogement? C'est le problème. Les gens, ils veulent acheter un multilogement, puis ils veulent regarder la mise de fonds. Ouais. Puis là, on va aller en conventionnel parce que souvent, ce qui est intéressant, c'est acheter un immeuble en conventionnel pour pouvoir le refinancer dans un an. Ouais. Parce qu'il y a de l'ouvrage pour optimiser les revenus ou d'autres façons d'améliorer les revenus et les dépenses. Fait qu'on va parler en conventionnel, on va dire ben, le ratio prêt-valeur de la banque est 75%. Il te Donc, prête 25 de mise 75%. de fonds. Oui, ça, c'est si ton prix demandé est en bas de la valeur économique. OK. Parce Évidemment, ouais. que la banque, puis là, je vais parler plus tranquillement, la banque prête le moindre. Il prête toujours le moindre de quelque chose. Le moindre de trois valeurs. La valeur marchande, qui est établie selon un évaluateur indépendant, OK. selon le prix payé et selon la valeur économique. OK. On va parler de deux scénarios. Que tu réussis, tu es un bon négociateur, ton prix demandé est en bas de la valeur économique. Ta mise de fonds en conventionnel va être que 75%. Mais dans la plupart des cas, ton prix demandé va être supérieur à la valeur économique. Ta mise de fonds va être 25. Non, elle va être de 30. J'ai vu 35. J'ai vu 40% ton prix. Ah ouais. Donc, l'importance, tu disais oui, je veux pas me fier totalement. Ben, utiliser un bon courtier immobilier, pub numéro 2, euh, ou toi-même aller suivre une formation ou comprendre le concept. Ben, quand moi je fais mon offre d'achat, là, c'est peut-être pas 25% que j'ai besoin de 30%. Puis c'est pour ça, après ça, qu'on doit parler de financement, de balance de vente, d'autres façons de travailler, de partenariat, parce que les conditions de marché nous exigent des mises de fonds trop élevées pour bien des investisseurs.
Là, Jean, logiquement, ma question, ce serait qui veut payer plus que 25%? Qui voudrait payer 35-40% de mise de fonds? Beaucoup de gens. euh, Écoute, en multilogement, quand tu achètes en conventionnel un immeuble à problème, qui a des travaux à faire pour mieux le rénover, optimiser les revenus, tu mets effectivement une mise de fonds Je plus comprends. élevée que tu Je veux, comprends. mais au refinancement, tu en récupères une partie importante. Donc, ça Donc, serait on va viser en long terme. un immeuble qui aurait du potentiel. Là, on pourrait dire, ah, c'est pas grave si on met un peu plus, un 35-40%, parce que il y a du potentiel, je vais l'exploiter. Un an après, je vais récupérer une bonne partie. OK, je comprends. Mais, mais il faut vraiment savoir les règles du jeu, Évidemment. puis, puis comment ça. Puis, de toute façon, les gens qui vont écouter le vidéo le savent. Il y a toutes sortes de techniques de financement pour pouvoir trouver cette mise de fonds-là. On négocie avec le vendeur une balance. C'est pas Ouais, pour rien, là. ouais. C'est pour, on a besoin d'aide. En effet. Bon, hey, écoute, c'est intéressant, ça nous guide un peu. Mis à part taux de couverture de dette, on avait parlé de TGA qu'on peut trouver qu'on peut trouver sur Internet, là, j'imagine. Là. Je sais que Patrice Ménard fait des rapports donc il en parle, la SCHL, j'imagine aussi. Oui, effectivement, très bonne question. Euh, je dirais que quand moi je travaille dans les dossiers, pub numéro 2 pour un courtier hypothécaire commercial. Un courtier hypothèque commercial, que ce soit Peter à Planiprêt, que ce soit Multiprêt commercial et tout ça, eux, ils envoient des dossiers à journée longue. Ouais, Patrice, c'est génial parce que il va dire sur la rive sud, sur Montréal, l'ensemble de l'année, le TGA moyen est de 5%. Mais ton immeuble à toi a des particularités. C'est par exact. contre, c'est tout des 3,5, il est dans Schlaga, il y a telle particularité. Tu veux des comparables plus pointus. Ouais, Puis un TGA de 5% versus 5,2, ça fait toute une différence. c'est vrai. Donc, malheureusement, il n'y a pas de Bible. Je sais que Patrice a annoncé aussi qu'il y a un outil en ligne aussi qui, qui va donner des meilleurs services. Donc, effectivement, Patrice est la référence là-dessus. Si, mais on parlait tantôt, évidemment, que bon, valeur économique, le nerf de la guerre, c'est la banque, le financement de la banque. Sur quoi la banque va se fier pour, elle, choisir, ça va être quoi son TGA? Qui, Ah, qui va c'est décider ça va être 5 ou 5,2 à la c'est banque? de l'arbitraire. C'est de l'arbitraire. Euh, D'abord, je ne voudrais pas rentrer là-dedans parce que tout à l'heure, j'ai parlé du TGA. C'est juste dans les plus gros multilogements que la banque utilise un TGA. Dans OK. les plus petits multilogements, ils n'utilisent pas un TGA. Puis je voudrais pas nécessairement rentrer là-dedans. OK. Euh, euh, ça viendrait complexe. Mais c'est vraiment de l'arbitraire. C'est eux qui décident. Euh, Parce qu'encore eux, ils envoient beaucoup. Ils voient le rapport de l'évaluateur qui a trouvé des comparables, qui a calculé le TGA. OK. Euh, j'ai une question, moi aussi, que je vais me Ouais. répondre après, si t'as pas réponse. Quand on dit un TGA de 5%, Ouais. qu'est-ce que ça veut vraiment dire, Qu'est-ce que ça le veut 5? vraiment dire? Je vais me lancer. Ça veut dire que tu rentabilises 5% sur ton argent annuel ou je dis n'importe quoi, là? Je vois ton Ouais, visage puis je pense que je dis n'importe quoi. je me donne. Moi, je suis un mathématicien, je me pose des questions de même des fois le soir, là, tu sais. Euh, non, c'est ça. C'est qu'un TGA, pour comprendre pourquoi qu'on utilise ça comme comparatif, Ouais. parce qu'on ne veut pas comparer des pommes avec des oranges.
En effet. Un TGA, là, la formule, c'est quoi? Ben là, là, tu vas avoir l'air. Là, tu me Tu poses voudras une pas, colle. tu Je- voudras pas publier ce vidéo-là, hein? Tu Là, vas être trop gêné. là, je suis gêné de répondre là C'est parce que je vais rouge. me mettre les pieds dans la bouche plus que d'autres choses, je pense. Là. Le rose de ton visage te va bien. Fait que, écoute, Jean, moi, c'était purement pour en apprendre si je t'ai appelé aujourd'hui. Fait Ben que je pense oui. que tu vas m'aider dans ce sens-là. C'est le revenu net sur le prix. Ah, voilà. C'est ça que je m'en Bon. allais dire. Donc, ben oui, je sais, je t'ai pris la parole, je m'excuse. Donc, c'est le rendement si tu achetais cash, s'il n'y avait pas d'hypothèque. Ouais. Parce que si tu compares des immeubles, puis un a une hypothèque de 60%, puis un autre de 90%, les rendements ne sont pas pareils. En effet. Fait que pour comparer des pommes avec des pommes, les banquiers ont dit on va enlever l'hypothèque. Donc, toi, si tu achètes l'immeuble, tu n'as pas d'hypothèque parce que tu as 600 000 de cash, là, à force de faire tous tes investissements de flip sans trop de travail, Ben, ben, 600 000, c'est un petit tu immeuble, Jean, sors là. c'est pas une petite valise, tu sors ta grosse malle de 600 000 ben, tu vas avoir ton 600 000, tu vas avoir 5%, tu vas avoir 30 000 de cash à chaque année de revenus nets. Ah, bah, Fait que c'est simplement. ça la logique. OK. Puis quand on parle de cap rate, les gens, on se pose pas la question c'est quoi un cap rate. C'est une mesure théorique. Ouais. Parce que, à part quelques Chinois qui viennent à Montréal acheter cash, là, la plupart de nos clients qui achètent de l'immobilier utilisent une banque en financement. En effet. Fait que le cap rate est vraiment théorique, mais c'est pour ça que c'est un comparable. Bon, mais on va se coucher moins niaiseux. Fait que Euh, revenu un net gros changement. sur le Un gros prix. changement dans ton cas. Tu vois, hein, déjà, ma tête est un peu plus grosse. Mes écouteurs rentrent plus. Mais c'est bon à savoir. Mais tu vois, je savais que c'était quelque chose de pas loin. J'étais quand même pas dans le champ tant que ça, mais là, Non. t'as précisé. Ben, j'ai planté des questions parce que je suis sûr que nos auditeurs se les posent. Ou ils Absolument. devraient se les poser. Oui, c'est ça. Parce que si on va aller plus loin en immobilier, il faut pas juste parler de RCD, TGA, de valeur économique. Puis là, après ça, les gens vont dire dans notre entourage, mais c'est quoi un TGA? Ah, un TGA, c'est un cap rate. Un cap rate, ah, c'est 1 divisé par MRN. Ça, c'est Ça, c'est le danger de juste répéter des phrases qu'on apprend, mais Mais pas pas les assez comprendre. posées. Si on veut être un vrai investisseur pour comprendre nos spécialistes, comme des courtiers, comme un vendeur qui veut nous négocier des choses, il faut aller un petit peu plus loin. Savoir qu'un cap rate, ben, ça fait des décennies qu'on parle de cap rate. C'est pas compliqué, c'est une division d'un revenu net par un prix. C'est important, vraiment important dans l'industrie. En effet, très important. Puis justement, je traversais ça un petit peu, là, le marché canadien, il n'y a pas si longtemps que ça, pour voir la différence entre les villes. Puis malgré que ce soit quand même bas, 5% ici, je veux dire, allez voir le marché de Toronto puis Vancouver, ils sont à 2, 2,5. Ouais. Ça, c'est extrêmement bas. C'est- on se demande où est la rentabilité quand c'est rendu si bas que ça. Oui, Fait que, on a un marché intéressant au Québec, ouais, effectivement. encore. Ce qui est peut-être d'ailleurs la raison pourquoi c'est autant un marché de vendeurs, encore. Dans le multilogement, surtout, là. Mhm. Dis-moi, Jean, si on va effleurer d'autres questions, le même sujet, mais d'autres questions. Dans ta carrière, c'est quoi la plus belle transaction que tu as vue ou la plus mémorable? Ouh, C'est pas nécessairement à toi, là, ça peut être quelqu'un d'autre client, sans nommer personne. Là. ouais. Oui, il faut que je réfléchisse. C'est sûr, moi, j'ai le défaut de mes qualités, hein. Je pense que je suis reconnu pour être quelqu'un de transparent, puis dire la vérité. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai jamais acheté de multilogement. Je suis courtier depuis 3 ans seulement. Je ne fais que du multilogement. Je travaille qu'avec des investisseurs, mais depuis qu'un an.
Donc, j'ai pas 30 ans de transactions pour mes clients. Fait que là, si je veux parler d'une bonne transaction, parce que mon cœur, mon focus présentement, c'est faire des belles transactions pour mes clients. Ouais. C'est pas pour moi. Euh, euh, je dirais que, ouais, sans nommer de nom, ben, je vais en nommer deux, si tu permets. Oui, Je vas-y. dirais la première que j'ai faite classique, où j'ai travaillé avec un investisseur, c'est son premier achat de multilogement. Ben, en fait, j'en ai deux, ça avait été pareil. Où est-ce qu'on a finalement, où tous les gens ont quitté, mais de manière très, très correcte, négocié les départs et tout ça, rénové tous les logements, et qu'on est arrivé à la banque au refinancement, et qu'ils ont récupéré leur mise de fonds et même plus. Ah ouais. C'était un à Brossard et un à Longueuil. Euh, je connaissais toute la théorie, mais de le vivre avec mes clients, de prendre une bonne bière à la fin, puis que tout l'ouvrage soit fait. Tu sais, t'expliques ça à des clients, c'est il faut que tu rénoves, il faut que tu fasses ci pour augmenter les loyers. Avoir installé Internet là-dedans, illimité, avoir installé Netflix, avoir vraiment appliqué ça. Pour moi, c'est une victoire parce que je l'ai vécu avec eux, je l'ai appris Wow. avec eux. Puis là, on Puis parle la de. deuxième, Tu me parles d'une transaction où est-ce qu'ils ont complètement. En fait, ils ont vidé le multilogement au complet pour le oui, rénover au complet. Wow, oui, c'est quand même une ouais. grosse transaction. Puis Ben, le laps de temps, c'est sur combien de temps? euh, je dirais la première, ben, c'est sûr que les locataires ont quitté graduellement, mais c'est sur un an. En fait, 18 mois. Le refinancement s'est fait après 18 mois. Le premier, il y avait déjà une entente. C'était un simplex à Brossard. Il y avait déjà une entente que plusieurs, il y avait déjà des vacants, puis les autres allaient quitter OK. déjà au moment de la transaction. OK. Ce qui D'une simplifie. façon particulière. Ouais. Et il y avait un travail de réflexion. C'était deux personnes de la construction. C'était des cuisines laboratoires qui étaient beaucoup trop petites. Puis pour les optimiser, il fallait détruire les armoires de cuisine, là, et les refaire. L'espace était trop petit. Il fallait repenser. Puis bon, c'était pas sur du bois franc, c'était sur du tapis. Même un des deux voulait vivre lui-même dans le bachelor au sous-sol. Il y avait un bachelor au sous-sol, il était célibataire. Il y avait un garage double. En tout cas, c'était une transaction. Les jeunes, ben, tu sais, c'est agréable de dire que tu récupères plus que la mise de fonds Oui, vraiment. un an après. Euh, j'ai tellement de clients qui m'appellent. Je me fais appeler régulièrement par des clients. Je suis très sélectif. Je peux pas prendre tout le monde. Puis le client m'arrive tout de suite. Jean, je veux trouver rapidement un multilogement, puis je veux récupérer ma mise de fonds rapidement. C'est pas automatique. Non, hein? Quand on réussit à le faire, c'est agréable. Puis je dirais comme deuxième type de transaction, parce que moi, je pourrais te nommer, j'aime faire des présentations auprès de clients. J'ai 10 niches que je me spécialise présentement. Je ne parlerai pas les 10, ça serait 10 un autre. niches, je savais même pas qu'il y en avait 10. Ah, j'en trouve. Ma Non, je carrière a blague. été dans les niches depuis 30 ans. Une, c'est le Airbnb, pas dans les condos, dans le multilogement. Je OK. suis dans une transaction de plus que 24 logements là-dedans. OK. Puis j'ai vraiment trouvé quelqu'un de créatif comme investisseur. Puis écoute, on parle d'un investissement, tout le monde quitte, tout le monde a quitté le multilogement. On parle de rénover top qualité. On parle de centaines de milliers de dollars. Évidemment, ouais. Chaque logement avoir une allure différente. C'est vraiment un projet de longue haleine. Moi, j'aime ça triper en immobilier avec un projet comme ça. Ouais. Donc, moi, un projet comme ça, qui est pas, ben, qu'on peut être créatif, que la finalité va être un joyau, là, c'est ça qui me vient en tête, là.
Donc, c'est le genre de projet que je suis vraiment, vraiment fier. Excellent. Ben, félicitations pour ces belles transactions-là. Félicitations pour les avoir trouvées. Oui. Puis, mon autre question qui serait complètement l'inverse, ça serait quoi la pire transaction que tu as vue ou que tu as faite ou que tu as été témoin de? La plus désastreuse là, que tu as vue, là. Euh, Sans nommer de nom. ah, oui, euh, ben, je dirais les pires transactions, c'est les transactions où... Moi, j'ai jamais vu une transaction où on a acheté un immeuble. Tu sais, en multilogement, on a plein de portes de sortie. Ouais. On garde l'inspection, tout ça. Euh, Où est-ce que s'il y a des coûts plus élevés, tu vas les récupérer plus tard. Il n'y a jamais eu un acheteur, mais là, regarde, j'en ai peut-être pas assez fait, où un acheteur me dit, j'ai regretté d'acheter. Ouais. Mes regrets, moi, ma nature, je suis une personnalité que j'aime conseiller, mais j'aime pas, des fois, j'ai des acheteurs, surtout des premiers acheteurs, qui hésitent, qui trouvent des raisons de ne pas acheter. Euh, Puis je sais qu'ils devraient acheter, puis je devrais plus les inciter à acheter. Puis moi, je reste toujours le gars qui est conseillé, qui est neutre. Voici les avantages d'acheter, voici les désavantages. Ouais. Puis des fois, je devrais, puis avec le temps, je pense que je vais y aller plus ferme, avoir une discussion de 5 minutes, là. Vas-y, de plus motivationnel, comme des courtiers ont le tour de faire, mais parce que je sens que j'ai des clients présentement qui vivent des regrets de justement ne pas avoir fait une transaction. Fait que ce serait peut-être Euh, ça, justement, peut-être le plus désastreux que tu as vu, c'est le fait de ne pas avoir fait des transactions. Qui est oui, quand, qui est- t'as compris. Ce que je T'as vois, c'est compris que ce c'est que. quand même rassurant parce que, écoute, on entend tous des histoires à gauche, à droite, puis, tu sais, moi, j'en ai entendu plein quand j'étais jeune. Fait que ça m'a pris du temps avant d'investir dans l'immobilier. Bon, il y en a peut-être qui Oui, disent que j'ai investi jeune, mais moi, je trouve que ça a pris du temps, bon, comme n'importe qui. Mais c'est ce que j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il faut quand même être extrêmement maladroit pour perdre de l'argent ou faire de mauvaises transactions. oui, Puis le pire pas, c'est de ne pas acheter ou de trop hésiter, de trop être oui. dans l'analyse. Mais c'est pas facile, ça prend des couilles. Tu fais une décision, Ah, regarde, on c'est sûr, parlait. 100% Tu prends d'accord. il faut que tu aies une mise de fonds de 35%. L'immeuble n'est pas 10 sur 10. Ouais, L'immeuble est 8 sur 10. Moi, en tant que courtier, je suis détaché émotivement. ouais. Euh, le multilogement, parler aux vrais courtiers multilogement, il y a un mythe. C'est un investissement qui est aussi émotif. C'est vrai. C'est, les gens disent, ah, c'est une game de chiffres. Non, c'est émotif. J'ai beaucoup de respect pour un premier investisseur quand il fait sa transaction. Ça prend des couilles. Puis que la personne est sur le bord de l'eau, puis qui trouve l'eau trop froide, puis qui ne veut pas plonger, c'est pas toujours évident. Puis c'est pas le rôle du courtier de jeter l'individu à l'eau là, contre son gré. C'est une belle analogie, ce que tu me dis de lancer dans l'eau froide, là. C'est vrai. Ben ça, c'est mon analogie personnelle. Moi, j'ai un chalet, je suis sur le bord du lac l'été, tout le monde se baigne. Moi, je suis sur le quai, là, puis je trempe mon orteil. Puis moi, on dit que l'eau est froide. L'eau est froide. Tout le monde va dire, ben l'eau est... Ah, qu'on est bien dans l'eau. Les Ouais. investisseurs sont dans l'eau, puis l'eau est bonne. Puis Une moi, je fois, suis le une fois dans temps. l'eau, c'est bon. C'est ça C'est qu'on ça. dit tout le temps. Ça dépend de perspective. Et ceux qui sont dans l'eau, ils ne regrettent pas être dans l'eau. Ouais. Mais moi, je suis comme le premier investisseur personnellement, puis je suis de nature conservatrice. Puis, donc, c'est cet aspect-là, le regret. Mais c'est facile à dire, puis il y en a qui l'ont. Euh, Puis je dirais mon regret aussi, je travaille beaucoup présentement avec des clients qui vont en partenariat. J'ai plein d'opinions tranchées, j'ai plein de trucs,
Puis je vois vraiment des gens qui l'ont dans leur ADN, comment Ouais, se trouver des partenaires. Mais il y en a qui l'ont vraiment pas. Fait que ça, c'est mon défi de 2018, c'est comment mieux les aider. Parce que c'est la stratégie à avoir. c'est vrai. C'est Je suis un d'accord avec éternel. toi. Moi, j'apprends, Olivier, j'apprends tous les semaines. Donc, je vais être un éternel frustré, un éternel élève à apprendre à comment mieux travailler avec mes investisseurs. Mais il faut toujours continuer à apprendre. C'est très important. Par contre, ce que je fais, j'ai pris une bonne décision il y a un an, c'est qu'au lieu d'être un courtier bon pour faire un flip, d'ailleurs, je suis pas bon, je suis pas expérimenté, donc je suis pas bon. Pour un achat d'un condo, pour un propriétaire occupant, pour un bungalow, j'ai décidé de me spécialiser. Et j'ai décidé de faire un changement de carrière, de changer d'agence, parce qu'il y a une agence qui est venue me chercher pour créer un département de commercial à OK? court terme. C'est juste le multilogement, mais en plus, je vais engager des courtiers pour faire du commercial. Là, on parle de vrai commercial, là, des commerces. C'est pas la même chose, là. Non, c'est vrai que c'est pas la C'est, même chose. Donc, tu as décidé de se spécialiser là-dedans. oui, oui, moi je veux pas. Donc, ouais, je veux vraiment me spécialiser parce que c'est vraiment à chacun son métier. Euh, je, je crois pas que tu serais dans une transaction de flip. Je crois pas que tu serais bien servi par Jean Sasseville. Puis je me gêne pas de le dire. Moi, ma spécialité, c'est le multilogement. C'est vrai là-dedans parce que même si les deux, on est dans l'immobilier, je sais qu'on touche des créneaux qui sont vraiment différents. Fait que tu as tout à fait raison. Puis même, il y en a encore plein d'autres créneaux qui sont différents du mien et du tien. Fait qu'il y a plusieurs façons Oui, de s'investir dans l'immobilier. je pense que c'est un autre mot de sagesse. Quelqu'un qui veut vivre de l'immobilier, quelqu'un qui est spécialisé, ben, dans son équipe, peut-être qu'il pourrait avoir plusieurs courtiers. On le dit toujours, ça. Ouais, Puis des c'est vrai. courtiers spécialisés dans certains domaines. Lorsque je fais un flip, il peut y avoir un courtier qui est vraiment hot en flip. Ouais. Lorsque je fais un investissement en petitplex dans la couronne, il y a quelqu'un sur la rive nord qui est vraiment hot dans le secteur. Puis ben, en multilogement, il n'y a que Jean. Il n'y a que Jean. Il va couper ça, là. OK. Ah non, on te lance, on te lance ça, Jean. Tu le mérites. Je pense que tu as fait des belles transactions. Puis tu as un bon savoir aussi pour bien guider les gens. Fait que, sur ce, Jean, Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. c'est Il y en a sûr qu'il y en d'autres. a d'autres. C'est sûr qu'il y en a d'autres, mais je pense qu'il y a un match pour tout le monde. Puis il y a de la place pour tout le monde. Exact. Puis il suffit de trouver son match. Très bon mot de la fin. Puis je Je- pense que nos investisseurs sont bien servis. Il y a des vidéos comme toi, il y a plein de podcasts, il y a plein de blogs. J'en ai Oui, un. Il y a plein de formations de 3 heures, il y a des coachings, il y a toutes sortes de choses. plein de belles Donc, informations. Ouais. effectivement, chacun, il n'y a pas de one size fit all, là. Exact. Je suis d'accord avec toi Il y a là-dessus. vraiment une offre incroyable en immobilier. Justement, Jean, les gens qui veulent en savoir plus sur toi, qui voudraient te lire, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Mon blog s'appelle Investir Immobilier Montréal. OK. Euh, c'est une façon pour moi que je voulais redonner parce que j'essaye de prendre pas plus que 10 clients à la fois. Donc, en écrivant dans les blogs, en écrivant des articles dans un blog, c'est une façon, moi, de faire une diffusion plus grande que mes clients directs d'information. Puis c'est vrai que c'est une façon pour moi de bâtir ma notoriété à long terme aussi, on ne se Aussi, ouais. cacherait pas, mais je fais ça par plaisir parce que je suis authentique envers moi-même. Je réalisais que quand je répondais à des questions dans les mordus de l'immobilier, entre autres, dans le groupe, je recevais beaucoup de messages privés, puis il y avait souvent des questions qui revenaient souvent. Ben, comment calculer une valeur économique? Est-ce que Je, c'est coupé? je suis toujours là, Jean. C'est juste OK, ma caméra qui a coupé. OK, ben je vais continuer. Fait que j'ai voulu regrouper ces mêmes questions-là et y répondre par un article.
Et j'ai énormément de plaisir à le faire. Excellent. Puis si les gens veulent te contacter directement, Jean, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? C'est quoi la meilleure façon de te contacter? Ah, qui contacte mon ami Monsieur Google. Fait qu'allez sur Google, Tapez tapez Jean Jean. Salville, vous allez voir le courriel, vous allez voir le cellulaire, donc j'ai pas besoin, je pense. Jean Sasseville, vous allez voir mon blog facilement et tout ça. Merveilleux. Puis c'était très agréable. Jean, ça a été un honneur pour moi. J'apprécie beaucoup que tu nous aies partagé tout ça. Puis sur ce, Jean, je te souhaite une belle fin de journée et on se revoit très bientôt. À la À bientôt tout le prochaine. monde. Ciao. Ciao. Ok, oui! C'était le podcast numéro 20 avec Monsieur Jean Sasseville. Je le sais, il a l'air modeste, mais il est plein d'informations pertinentes, ce Jean. Quelle modestie! Merci Jean pour cette interview incroyable. J'espère que vous avez aimé autant que moi. J'espère que vous avez appris là-dedans. C'était vraiment, vraiment intéressant sur la valeur économique. C'est important d'en apprendre un petit peu à tous les jours. Et en plus de ça, ça reste entre nous autres une autre suggestion. Podcast! Pour ceux qui n'ont pas le temps de lire, pour ceux qui n'ont pas le temps nécessairement de s'asseoir pour lire, Jean Sasseville a un excellent blog. Ceux qui n'auraient peut-être pas le temps de le lire, eh bien, prenez le temps de le lire. Mais si jamais, dans un cas extrême, vous n'avez pas le temps de le lire, eh bien, il y a toujours des podcasts aussi qui sont remplis de bonnes informations, autant en anglais, en français, le mien, mon prospecteur, n'importe quel autre. C'est super intéressant et en plus, ça vous permet de faire deux choses, donc être super efficace en même temps. Pendant que vous tondez votre gazon, faites votre lavage, faites votre ménage, faites à manger, écoutez un podcast super intéressant et ça vous rend tellement efficace. Vous apprenez pendant que vous faites une corvée qui est peut-être moins intéressante, mais vous êtes vraiment efficace. Vous faites deux choses en même temps. Yes! Sur ce, c'était le podcast numéro 20 sur la valeur économique. Restez à l'affût. Mon prospecteur aura quelques nouvelles affaires. Oui, déjà que c'est un outil hyper efficace, eh bien, et ça s'en vient bientôt. Je ne peux rien révéler effectivement, malheureusement. Mais il y a des nouvelles choses qui s'en viennent sur le site Mon Prospecteur pour le rendre encore plus efficace. Déjà que c'est l'outil numéro 1 pour les prospecteurs, eh bien, ça va être encore plus efficace. Félicitations, Joanie Marcello, pour ces améliorations incroyables. Et sur ce, je vous dis merci, chers auditeurs et auditrices, d'être à l'écoute. Encore une fois, un grand merci. J'adore avoir vos commentaires, vos suggestions, pertinents, pas pertinents. Constructif, bon, mauvais, peu importe, j'aime ça, avoir de votre feedback. Donc, ne vous gênez pas. Jean Sasseville, vous pouvez le rejoindre, comme il disait, sur Google, sur Facebook. Moi, Olivier Lepage, votre animateur, même chose. Vous pouvez me rejoindre sur Google, sur Facebook. Envoyez-moi des messages. Ça me fait plaisir de répondre. Je réponds à tout le monde. Donc, sur ce, je vous dis, c'était le podcast numéro 20 de Mon Prospecteur et on se dit à la prochaine. Ciao!